Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Caroline Bibré, cofondatrice du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Aujourd'hui, nous recevons Peter Staff, UX designer. Bonjour Peter. Bonjour Caroline. Peter, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, je suis Peter Staff, je suis UX designer chez Oscaro.com. Je suis originaire de Giverny en Normandie et maintenant j'habite à Paris, enfin je travaille sur Paris et je suis parisien. Alors justement, peux-tu nous parler de ton parcours professionnel et de ton métier ? Ok, je vais commencer un petit peu en avant avec un peu plus en arrière avec mon bac, dans le sens où j'ai fait un bac STIR appliqué qui s'appelait STD2A maintenant, quelque chose comme ça. Et donc c'est un bac déjà spécialisé dans le domaine des arts appliqués, qui est un domaine qui regroupe l'architecture, le design, le stylisme, tout ce genre de choses. Et par la suite, j'ai fait une école qui s'appelle Strat, école de design, qui est une école, donc c'est un master 2 spécialisé dans le design industriel, avec moi-même une spécialisation en branding et création de marque. Mm-hmm. Pendant que j'y étais dans cette école, j'ai pu faire plusieurs stages. J'ai été dans des écoles, dans des entreprises qui ont été très formatrices. C'est pour ça que j'appelle ça des écoles. Mais en fait, j'ai été dans une agence qui s'appelle Pink Design, qui faisait de la cosmétique de luxe pour femmes. Donc c'était mon premier métier, ça a été de faire ça. D'accord. Ce qui est assez original. Après, je suis parti faire du branding et de l'horlogerie en Suisse, chez Dietrich, chez Emmanuel Dietrich, qui est un grand designer français. Et par la suite, j'ai travaillé dans une maison de parfum qui s'appelle Givaudan, et j'ai fait mon premier métier, mon premier travail en tant que UX designer, ça a été chez Antescofo pour l'application Mettre en Note. Et elle est d'ailleurs toujours c'est toujours mon UX qui est derrière, c'est plus la MUI, mais c'est toujours mon UX qui est derrière. Et j'avais fait ça tout juste en sortie d'école. Alors justement, donc tu nous parles de UX, de UI. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et en quoi consiste ton métier ? Ouais. Alors donc mon métier, donc c'est UX designer en tant que tel. UX, ça veut dire user experience. Donc c'est toute l'expérience utilisateur qu'on a sur des produits, sur des services, sur n'importe quelle plateforme, on va dire. C'est principalement un métier qui est digital, mais ça s'applique très largement à d'autres formes de design, que ce soit produits, matériel, mobilier, ce genre de choses. Mais en l'occurrence, comment on l'appelle en France à l'heure actuelle, l'UX, c'est spécialisé sur les interfaces. Donc tu es le dessinateur des sites web ? Ouais, en quelque sorte. Pour faire simple. Donc tu es celui qu'on doit accuser quand on n'arrive pas à cliquer sur un bouton sur un site internet mobile, par exemple. Ouais, exactement. C'est moi qu'il faut blâmer. Si vous n'avez pas compris comment quelque chose fonctionne, effectivement, c'est moi le responsable dans l'histoire. C'est moi qui me fais mon travail. Alors aujourd'hui, donc, tu travailles chez Oscaro.com. C'est ça. Et donc, tu es UX designer là-bas, puisque c'est la raison de cette interview. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes missions ? Comment se passe une journée dans ton métier, dans ta peau d'UX designer chez Oscaro ? Ok. En fait, du coup, tout commence avec ce qu'on appelle le daily, qui est en fait un quart d'heure au sein de l'équipe dans laquelle je travaille, qui permet de savoir en fait si tout se passe bien, qu'est-ce qu'on va faire dans la journée, s'il y a des points de blocage ou non, ou si on peut aider les personnes ou pas sur certains sujets. Alors, je te coupe, c'est juste, c'est une réunion d'équipe finalement avec les développeurs, les chefs de produits. Ouais, qu'on a en fait tous les matins en fait, tous les matins à 10h, on a ça pendant un quart d'heure. Elle doit rester courte pour qu'en fait on aille à l'essentiel de ce que l'on a à faire dans la journée. Il faut pas qu'on s'étale sur des sujets, etc. Faut rester sommaire, quoi. Ensuite, généralement, ça commence avec une demande du product owner il y a un besoin, et lui, il arrive à définir un besoin, que ce soit commercial, de vision d'entreprise, que ce soit technique, et il vient du coup me matérialiser tout ça sous forme d'un problème. Il vient en parler, on se fait une courte réunion là-dessus aussi pour du coup comprendre les enjeux de son besoin. De ça, moi je continue, je travaille de mon côté en commençant à faire des recherches sur le marché, sur les utilisateurs.
ce qu'on appelle des user research et du benchmark, terme un peu anglais. Mais en clair, c'est je recherche qu'est-ce qui touche par rapport au sujet, quelles sont les contraintes, quels vont être les enjeux, enfin tout ce qu'il peut y avoir autour, tout ce qui gravite de ce qui a déjà été fait ou du moins de ce que les utilisateurs attendent déjà ou vont attendre de la solution qu'on voudrait apporter. Par la suite, j'arrive avec des premières maquettes relativement simples, on va dire, pour exprimer à peu près quelles intentions j'ai, quels axes, quelles pistes on a pour solutionner ce problème. Et je les fais challenger par les intégrateurs et les développeurs, donc c'est-à-dire des ingénieurs en informatique, qui viennent du coup challenger mon idée et qui viennent me dire si c'est possible ou pas. Une fois ce challenge fait, je continue derrière en finalisant mes maquettes, en arrivant normalement à plus qu'une seule solution, plus qu'une seule piste viable, et qui est censée être du coup la solution parfaite entre guillemets. Et si elle fait unanimité et qu'on n'a pas forcément trop de doutes là-dessus, généralement ça peut continuer derrière, le product owner valide ça, le chef de projet valide ça, et ça peut continuer derrière vers les développeurs. Si on n'en est pas sûr, moi j'ai une phase qui peut être intermédiaire, qui peut apparaître, qui s'appelle les tests utilisateurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir des personnes dans la rue, je vais proposer à des utilisateurs de venir chez Oscaro pour que je puisse les mettre devant la solution et leur demander s'ils ont bien compris ce dont je voulais leur montrer ou leur faire faire. Alors si je résume, le product owner s'occupe du fond, l'UX designer, toi, s'occupe de la forme et le développeur code tout ça pour mettre le fond et la forme en place. C'est ça, exactement. D'accord, c'est clair. Et alors, ça y est, on arrive sur la question gagne-pain, parce qu'on parle de tes missions. Peux-tu nous dire combien ça gagne un UX designer ? Alors, pour un junior, c'est dans les alentours de 35-40 000 après à l'année brut, en France du moins. Et pour un senior, ça peut monter jusqu'à 50-55 000 relativement facilement. En fait, c'est tant qu'on a une appétence assez forte pour l'UX et qu'on maîtrise le sujet, effectivement, ça peut avoir beaucoup de valeur pour certaines entreprises. Alors, tu parles de junior, tu parles de senior. Justement, peux-tu nous parler un petit peu des évolutions possibles de ton métier, des passerelles qui sont éventuellement possibles, des débouchés voilà, quand on est UX designer, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce qu'on peut faire par la suite ? Comment on évolue ? Généralement, ça évolue en fait vers on évolue plus dans la gestion d'équipe et dans la coordination d'équipe, on va dire, ou entre équipes. Du coup, il y a à peu près deux pistes possibles. Il y a la première, c'est d'être beaucoup plus orienté produit, donc c'est-à-dire de passer ce qu'on appelle product designer, ou du moins, pas forcément product owner, mais du moins responsable produit design. Donc ça, c'est une des premières pistes quand on veut s'accentuer vers le côté service UX. Ou alors l'autre partie, c'est devenir directeur du design, responsable du design dans une entreprise. Et en fait, du coup, ça englobe généralement l'UX, mais ça va aussi englober d'autres métiers, type graphiste ou alors web designer. Donc du coup, c'est à peu près deux pistes possibles qu'on peut avoir dans le métier. Alors, on entend bien à travers tes explications qu'il y a un côté artistique aussi dans ton métier. Quelles sont les 3 compétences clés à avoir pour être UX designer ? Je pense que pour être UX designer, la première chose, c'est être curieux. Enfin, il faut poser des questions, il faut savoir les poser. Dans le sens où il y a à peu près 2 composantes majeures dans l'UX qui est la première, c'est connaître les métiers des autres, enfin connaître tout ce qui se passe autour. Donc c'est-à-dire qu'il faut connaître et comprendre comment l'aspect commercial, l'aspect on va dire vente et vision d'entreprise. Donc c'est-à-dire il faut gagner de l'argent, il faut que ça rapporte de l'argent quand on parle pour une entreprise, mais quand c'est pour des associations, c'est au moins quelle est la vocation de l'entreprise. Donc ça, c'est connaître cette première partie du métier, et la deuxième partie, c'est connaître le métier de l'ingénieur, du développeur ou de l'intégrateur, puisqu'en fait il ne faut pas leur proposer des solutions impossibles à résoudre, il faut être capable de leur proposer les bonnes solutions. Donc il faut connaître l'entièreté du scope qui nous entoure, donc c'est-à-dire une grosse partie de l'entreprise. Il ne faut pas forcément en être expert, il ne faut pas savoir exactement comment on va le faire dans les détails, mais il faut au moins savoir de manière générale comment ça marche. Et ça passe surtout par la curiosité. Elle se fait, donc ça, je pense que la curiosité, c'est l'élément principal. Ça touche aussi la culture art, enfin graphique, artistique qu'on peut avoir. Suivre les tendances, j'imagine. C'est ça, suivre les tendances, mais aussi connaître d'où ça vient, d'où vient une tendance, comprendre pourquoi il y a telle ou telle tendance qui apparaît, ou pourquoi pourquoi les utilisateurs tendent vers tel ou tel type d'attente. Ça, c'est une très bonne. Il faut être curieux là-dessus. Donc ça, c'est plutôt de la
curiosité sociologique et historique. Mais ça permet en fait de définir l'avenir. Enfin, c'est avec le passé qu'on définit l'avenir, donc du coup, il faut les connaître, quoi. Et par rapport aux tendances, quelles sont celles de 2021 par exemple? Quand tu as un client qui arrive, qui te demande un site pour dans 2 mois, quelles vont être les grandes tendances que tu peux leur conseiller aujourd'hui? L'une des tendances qui est devenir la plus importante qu'on a à l'heure actuelle dans le web, c'est principalement faire ce qu'on appelle du mobile first. Donc c'est de penser mobile d'abord et après de penser ordinateur fixe, enfin desktop qu'on appelle. Pourquoi? C'est parce que la raison elle est assez simple, il y a de plus en plus d'utilisateurs sur le mobile, c'est accessible de partout, de notre poche, on l'a tous et on le fait tous, tandis qu'à l'ordinateur on va pas sur tous les sites avec notre ordinateur, on va que sur certains sites, on va beaucoup moins sur certains sites avec notre ordinateur. Donc le mobile first c'est une des choses les plus importantes et c'est plus une manière de penser et de concevoir plus que réellement une tendance. Après, bien sûr, avec le fait que beaucoup de gens se mettent à penser mobile first, du coup, ça crée une tendance. Alors, je vous conseille d'aller sur le site mobile d'oscaro.com. Et si c'est pas bon, je vous donnerai les coordonnées qu'il faut contacter. Pas cool, n'hésitez pas. Ça, c'est pas cool. Mais oui, effectivement, c'est l'un des mots d'ordre qu'on a en design chez Oscaro. C'est penser mobile first. Et aussi, c'est toujours plus facile de concevoir en desktop. Du coup, mobile, il y a beaucoup plus de contraintes. Il y a plein de formes de devices, de taille d'écran. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué d'arriver avec la bonne solution pour un écran. Puisqu'en fait, elle va pas forcément fonctionner sur tous les autres écrans. Donc, c'est important d'avoir cette transversalité et d'être capable d'arriver à la solution la plus compacte et la plus efficace. Alors justement, peux-tu nous parler des difficultés que tu rencontres dans ton métier? Donc, on entend qu'il y a l'adaptation aux tailles d'écran. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il y a tout ce qui est l'adaptation aux nouvelles technologies, dans le sens où, surtout dans le web, ça en perpétue l'évolution et en fait ça dépend énormément des grands, des Google Chrome, des Microsoft Internet Explorer pour ne pas dire, mais des Firefox, etc. De toutes ces entreprises qui du coup mettent à jour leur navigateur par rapport à leur technologie pour arriver à plus de fluidité, avoir de meilleures performances et il faut être capable d'adapter sa technique derrière. Et adapter sa technique, ça veut dire aussi revoir son design system, revoir sa manière de concevoir les solutions sur ses propres navigateurs. Et quelle est la tâche que tu préfères faire dans ton métier? Quelle est l'activité où quand on te dit Peter, il faut que tu nous fasses ça, tu fais ouais, trop cool. Moi, généralement, c'est la recherche utilisateur, dans le sens où c'est ce qui est le plus intéressant. Il faut aller parler du monde, c'est toujours cool, parler à des utilisateurs. Et c'est là qu'on a les plus belles surprises, j'ai envie de dire. Enfin, en vrai, c'est là où tout ce qu'on pense savoir ne l'est pas. Et qu'en fait, chacun a sa manière de penser ou de prendre ou de percevoir un objet ou un produit. Et en l'occurrence, c'est pour ça que tout à l'heure tu disais, c'est quelque chose, si j'ai pas compris pourquoi il fallait cliquer à cet endroit-là pour faire l'action nécessaire, et c'est que le design est mauvais et pas que l'utilisateur est mauvais. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se pencher sur l'utilisateur et savoir qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut pour lui proposer la meilleure solution possible. Et c'est un vrai challenge, c'est vraiment complexe parce que du coup, l'exemple d'Oscaro, c'est on a 10 millions d'utilisateurs par mois, donc c'est difficile de tous les interviewer tous les mois, c'est tout qui change. Donc on peut pas se dire il faut en interviewer 5 et puis ça suffira. Non, il faut rentrer dans les détails, il faut regarder de manière quantitative, donc regarder l'entièreté de tous les utilisateurs de manière assez concrète, et il faut aussi leur poser eux-mêmes des questions, aller les voir, aller leur parler. Ceux qui ont déjà commandé chez Oscaro, il faut aller leur demander ce qu'ils ont aimé ou pas aimé, ce qu'ils voudraient avoir, ce qu'ils ne voudraient pas avoir, et c'est leur poser des questions. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant. On apprend, à chaque fois qu'on fait ça, on apprend des nouvelles manières de voir, et en fait, ça remet souvent en cause ce qui est un peu en amont, c'est-à-dire tout ce qui est la partie business et tout le besoin, en fait, il est souvent remis en cause par rapport à ça. C'est vrai que des fois, on va être guidé par la technique, par la technologie, on va dire, en logistique, on va faire telle ou telle manière de présenter ou de présenter sur le site, puisque c'est plus facile pour nous. Et on va vite se rendre compte que généralement, ça pose plus de problèmes à l'utilisateur que ça lui fait gagner. Et là, on risque de détruire le taux de conversion, etc. Enfin, on risque d'arriver avec une mauvaise solution. Donc, il faut reprendre ça dans le contexte de l'utilisateur. Et alors, comment tu l'as fait, cette recherche d'utilisateurs? Où est-ce que tu les trouves? Bonne question. En réalité, moi, je vais souvent dans la rue. J'aime bien le faire avec des gens que je connais plus ou moins. J'aime bien que ce ne soit pas des gens qui soient réellement dans mon entourage, mais des gens qui soient un peu autour, qui gravitent.
puisqu'en fait, ce sont des personnes qui vont vouloir vous écouter, vouloir vous aider, mais sans forcément être biaisées. Et du coup, c'est super intéressant. Et en fait, il y a généralement, quand on touche autour de son... Enfin, dès qu'on on agrandit un petit peu son cercle de... Pas de connaissances, mais d'utilisateurs, généralement, on va tomber sur des cas un peu particuliers, c'est-à-dire des personnes qui sont un peu plus âgées, un peu plus jeunes, qui ont un peu plus de facilité ou pas avec les ordinateurs. Tout à l'heure, quand tu nous parlais de ta journée type, tu nous expliquais que tu faisais des maquettes, notamment. Est-ce que tu peux nous parler des outils que tu utilises dans ton métier ? Ouais. Les outils que j'utilise, donc, c'est généralement Figma, qui est un des outils les plus utilisés. C'est un logiciel qui permet de créer en fait des maquettes, digitales, d'interface assez facilement, puisqu'il fonctionne en fait un peu comme Photoshop ou Illustrator pour ceux qui connaissent, mais il les synthétise d'une autre manière qui est vraiment orientée UX/UI. Donc ça, c'est l'outil principal. Après, un carnet, un stylo et des bonnes questions et un bon regard critique, c'est très utile pour aller poser les bonnes questions aux utilisateurs. Et pour tout ce qui est benchmark, connaître ce qui se fait dans le marché, par rapport à la solution, généralement un navigateur web suffit largement. Ou alors, quand on parle du web, on utilise un navigateur web. Mais en vrai, c'est n'importe quelle autre solution est un bon outil pour challenger notre propre vision des choses. Donc finalement, c'est un peu des outils qu'on peut utiliser à distance, en télétravail. Donc est-ce que c'est donc voilà, c'est un métier qu'on peut faire en étant à l'autre bout du monde. C'est ça. Voilà, il n'y a pas d'obligation d'être à un endroit fixe pour être UX designer. Ouais, exactement. Je travaillais plus de 6 mois pour des clients aux États-Unis. Et en fait, j'ai eu aucun souci. Je faisais depuis en haut de la montagne en Auvergne. Ça suffisait largement. En fait, j'avais tout ce qu'il me fallait. J'avais juste un ordinateur, une connexion internet. Et puis, faut se réveiller des horaires différents quand on est à l'autre bout du monde, mais c'est pas très grave. Ça passe. Ça permet de voyager un petit peu à distance. En quelque sorte, ouais, effectivement. Et, en soi, c'est vrai que c'est un des gros avantages. C'est qu'on pourrait travailler un peu de n'importe où. Après, trouver des utilisateurs, toute la partie recherche utilisateur, on va dire ce qu'on appelle qualitative, donc c'est-à-dire poser des questions réellement aux personnes. Quand le sujet est très local, il vaut mieux être dans les parages, il vaut mieux poser aux vrais utilisateurs et pas à des potentiels utilisateurs dans une autre langue avec une autre culture. Généralement, il vaut mieux rester à peu près dans les mêmes zones. Mais ça reste en soi largement réalisable, puisqu'en fait, il faut juste leur poser le problème de manière un peu différente quand on est à l'étranger, mais on peut trouver des réponses à nos questions là-dessus. Mais l'idéal, c'est d'être avec les vrais utilisateurs, face des vraies personnes. Et alors, est-ce que l'UX design pour tes clients américains, c'est la même chose que l'UX design pour tes clients français ? Ouais, complètement. L'UX design, c'est un métier très jeune qui date de l'arrivée du web. C'était avant, on appelait ça des web designers. Après, ça a été séparé entre web designer, UI et UX. Donc c'est un métier qui est très jeune, donc et puis ça date, ça vient des États-Unis principalement. En fait, c'est principalement la Silicon Valley qui a fait développer toute cette partie-là. Donc ça s'est transmis à travers le monde en quelques dizaines d'années, quoi. Ça s'est mondialisé de manière à peu près identique partout. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est la seule chose, mais qui est en fait intrinsèque à n'importe quelle solution créative, c'est la culture. La culture, c'est quelque chose de proche, de propre à l'utilisateur. En fait, c'est ce il va attendre à avoir. Dans certaines cultures, la couleur va pouvoir symboliser certaines choses, et du coup, il va vouloir mieux éviter certaines couleurs et plutôt en utiliser d'autres. Donc, il faut juste prendre en compte ces éléments-là. Il faut juste être au courant de tous ces éléments culturels, sociologiques qui sont intrinsèques aux utilisateurs, et pouvoir les prendre en compte dans la solution, arriver avec la bonne solution pour pas les frustrer, quoi. Et alors, peux-tu nous parler de la différence entre un UX designer et un UI designer ? I pour interface. Ouais, c'est ça. L'UX designer va être beaucoup plus orienté sur les recherches utilisateurs, sur qui est l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il attend, pourquoi il utilise le service ou le produit. Tandis que l'UI designer, donc user interface, celui-ci va beaucoup plus se baser sur la partie esthétique et visuelle de la solution. Ok. Est-ce que tu aurais un livre, un site internet, une formation à nous recommander pour en savoir plus sur l'UX design ? Pour tout ce qui est de l'UX design en tant que tel, en réalité, il y a beaucoup d'articles qui existent sur Medium ou un petit peu sur LinkedIn aussi en français si vous n'êtes pas forcément trop anglophone.
Mais Medium est une bonne base pour connaître ce qui se passe sur le UX. Après, il y a des formations qui existent. Moi, j'en ai jamais fait puisque du coup, j'ai fait un master assez poussé déjà sur le design, donc ça m'a permis un peu d'éviter ce genre de choses. Il n'y a pas de... Enfin, ça vous les chercher en soi, regardez un peu les critiques qu'il peut y avoir dessus. Moi, je ne connais pas particulièrement sur l'UX en particulier. Après, sur le design, de manière générale, effectivement, il y a de très bonnes écoles. Strat est une super école qui fonctionne comme le Bauhaus, donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, qui est du coup extrêmement philosophique et très, très, très posé sur l'ouverture d'esprit. Donc, très porté sur l'ouverture d'esprit. Donc c'est un bon moyen d'en apprendre plus sur le design de manière générale. Il y a un très bon livre qui existe sur comment le design fonctionne et d'où vient le design et quelles ont été à peu près les évolutions qu'il y a pu y avoir dans les 50 dernières années. Et l'un des exemples qu'il donne, c'est quand vous arrivez devant une porte et vous ne savez pas comment elle s'ouvre, c'est pas vous qui êtes stupide, c'est le design qui est très mal fait. Au moins c'est clair. Voilà. Et tout à l'heure, là, tu nous parlais de Medium au niveau des sources pour découvrir l'UX design. Ouais. Est-ce qu'il faut être obligatoirement bilingue anglais pour faire ton métier ? C'est pas nécessaire, parce que du coup, en l'occurrence, en France, on est très porté sur la langue française. Mais effectivement, c'est un plus. Moi, je pense qu'en général, c'est un plus de parler au moins une ou deux autres langues. Donc, ça permet d'avoir des informations qui viennent de l'autre bout du monde, d'apprendre de ce qui se passe chez des entreprises qui dépensent des millions, voire des milliards tous les ans pour améliorer leur UX, sans parler des GAFA. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, vraiment, il y a quelques Français qui rapportent à peu près ce qui se passe ou ce qu'ils apprennent dans ces entreprises-là. Mais en vrai, les plus grosses sources d'informations ou d'informations pour tuer un peu l'incertitude, c'est toutes les personnes qui travaillent dans ces entreprises-là, tous les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ils ont des recherches utilisateurs qui sont extrêmement poussées avec des budgets quasi illimités. Donc, ils en apprennent beaucoup plus et plus vite que nous. Ok. Et pour terminer cette interview, as-tu un conseil à donner à toutes les personnes qui aimeraient faire ton métier ? Ouais, en fait, un conseil, plus une curiosité. Enfin, renseignez-vous et regardez que c'est un super métier. Je décris assez souvent mon métier comme quoi on paye encore à dessiner alors que je faisais en cours et que j'allais en heure d'école pour ça. Mais c'est un métier qui est créatif et qui nous laisse énormément de liberté. On a le moyen de s'exprimer, on a la liberté de penser ce que l'on veut d'une solution et en fait d'apporter quelque chose de meilleur dans le monde. Donc c'est un des rares métiers, je pense, à avoir cette opportunité-là. Et les contraintes sont suffisamment légères pour ne pas être totalement enfermé créativement, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Peter. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner et vous pouvez nous écrire ou nous envoyer vos suggestions et commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité et à bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.